Voilà, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Diaspora. Nous avons un immense plaisir de recevoir aujourd'hui un médecin, il s'appelle Louis GL. Il est professeur d'université Hospital of Amiens. Donc c'est lui qui est notre invité dans cette émission La Diaspora. Nous allons parler avec lui les problèmes liés bien sûr à la psychologie et à la santé mentale. C'est lui qui est notre invité. Merci à vous tous qui nous regardez sur la chaîne de référence Antenne A et sur Canal Plus 353 à travers le monde entier. Partout vous nous suivez, nous sommes là pour vous faire énormément plaisir. Je sais que vous nous suivez comme ça à Goma, malgré vous êtes assiégés par la rébellion, mais sachez bien que nous sommes des cœurs avec vous, raison pour laquelle nous recevons pour vous le médecin spécialiste en psychiatrie, en santé mentale, qui est notre invité. Nous allons devoir parler avec lui dans cette émission La Diaspora. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci de me proposer d'échanger avec vous. Très honoré. Merci beaucoup. Là, vous êtes suivi en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale, et puis partout, parce que notre chaîne Antenne A, c'est une chaîne qui est sur le bouquet Canal Plus France. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire dès l'entrée des Jeux avant que nous puissions entrer dans le vif de notre émission? Leur dire que la santé mentale, c'est un bien commun extrêmement précieux et qu'il faut qu'on soit tous attentifs à protéger notre santé mentale, à l'entretenir, la mienne, celle de mes proches, parce que la santé mentale, c'est le moteur de la vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose parfois qu'on stigmatise comme secondaire alors que c'est essentiel. On peut faire de belles choses dans la vie parce qu'on se sent bien dans sa tête. Et voilà, nous allons d'abord parler aussi de vous brièvement de votre carrière. Vous avez commencé quand et comment vous avez pu pouvoir, parce qu'il y a plusieurs branches, vous devriez aussi emboîter les pas, mais pourquoi avez-vous seulement choisi la santé mentale? Alors moi, effectivement, au départ, j'étais intéressé par la médecine d'urgence et je me suis engagé dans la psychiatrie. Je suis aujourd'hui professeur d'université en psychiatrie, aujourd'hui à l'université d'Amiens, Amiens qui est une ville au-dessus de Paris, en France bien sûr, et j'ai développé ma carrière depuis plus de 20 ans autour de la question des traumatismes psychiques. Ça veut dire comment on aide au mieux les personnes qui ont été exposées à des situations de violence, qui ont des blessures psychologiques, comment on peut prendre soin d'eux, leur donner des soins pour leur permettre de vivre mieux avec ça. Et comment vous arrivez à décrire que cette personne a été violentée, a été, dirais-je, a subi des violences sexuelles? Comment vous arrivez, bien sûr, à décrire cela? Alors, vous avez raison, la question du recueil de la parole est très importante parce que spontanément, souvent, les personnes craignent d'être jugées. Si je dis que dans ma tête, je revois encore le souvenir de l'agresseur qui m'a brutalisé, qui m'a violé, je me dis qu'on va penser que je suis fou. Et être fou est une image qui est dégradante et on a peur d'être stigmatisé. Parfois on se dit peut-être que je vais être rejeté de ma maison si on croit que je suis fou. Parfois la folie est associée à quelque chose de maléfique qui peut aggraver la situation. Et donc moi mon rôle c'est de contraire d'essayer de considérer que les personnes qui ont été brutalisées, qui sont choquées par la violence qu'elles ont vécue, comment je vais, comme on le fait toujours en médecine, comment je vais donner des soins sur les blessures qu'elles expriment, sur parfois cette hémorragie de douleur qu'elles ont, comment je vais réussir à atténuer la douleur qu'elles m'expriment. Docteur, là, si nous vous recevons aujourd'hui, c'est pour parler aussi de mon pays, la République démocratique du Congo, et parce que généralement, il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans une situation précaire, dans des situations, je peux dire précaires, où ils sont rejetés par leur famille et ils se retrouvent des fois dans la rue, au lieu que le parent, parce qu'il n'y a pas, je peux dire comme ça, il n'y a pas vraiment assez de place de soins pour eux et ces enfants-là sont rejetés. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, docteur? C'est-à-dire que ces enfants-là, ils peuvent avoir des problèmes psychiques ou au lieu qu'on leur taxe que ce sont des sorciers, il faut aller chercher des pasteurs. Bien sûr, les enfants doivent être protégés par des adultes, doivent être
en capacité d'apprendre des choses pour mieux comprendre la vie, mais pour ça, ils doivent être en sécurité. Il faut qu'il y ait au moins une personne adulte qui lui garantisse sa sécurité, qui lui garantisse aussi sa nourriture et qui la protège. Un enfant ne peut pas se protéger tout seul. Sinon, on voit des enfants qui finissent par apprendre des modes de réponse qui sont violentes, qui ont l'impression que la violence va être le seul mode pour survivre à la violence à laquelle ils sont eux-mêmes contraints. Et on sait que ces jeunes-là, si on les laisse évoluer dans la rue et dans la violence de la rue, ils risquent de devenir ce qu'on appelle des délinquants, voire des personnes qui vont s'enrôler dans peut-être des groupes qui vont utiliser leur violence et dans lesquels leur vie va être extrêmement triste, extrêmement douloureuse, parce qu'ils ont que ça comme référence, la violence. Et donc c'est très important de savoir les protéger, petite fille ou petit garçon. La rue n'est pas un environnement pour vivre pour une petite fille ou un petit garçon. Il faut absolument créer un espace, un foyer où ils puissent apprendre à vivre. Ok, docteur, une autre question aussi qui me revient en tête. Une femme qui a été violentée et une femme qui a connu de problèmes des abus sexuels et que elle n'a pas, on l'a promis peut-être réparation et que cette réparation n'a pas été faite. Et qu'est-ce qu'elle peut faire parce qu'elle continue toujours à vivre avec ses souvenirs, elle continue toujours à vivre avec cette angoisse. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement et pour qu'elle puisse vraiment oublier toutes ces situations qu'elle a pu endurer? Ce que la femme doit faire, c'est trouver le moyen de survivre. Survivre, ça veut dire qu'elle pourra parler à des personnes en qui elle fait suffisamment confiance. Si elle n'a pas confiance dans les personnes qui sont autour d'elle, c'est peut-être plus prudent de ne pas dire ce qu'elle a vécu. On a très souvent, en tous les cas trop souvent, tendance, quand une femme décrit qu'elle a été violée, de lui faire des reproches. Pourquoi elle était là, pourquoi elle est sortie, pourquoi elle était habillée comme ça. Et on retrouve ça dans énormément de cultures, comme si la faute était du côté de la personne qui a été victime, quoi. Et ça, c'est injuste. Et elle pourra avoir justice lorsqu'elle va être dans un environnement qui sera suffisamment sécurisé. Peut-être que ça va passer par ce que l'on dit aujourd'hui dans cette journée avec l'association MIME sur la santé des femmes dans les situations de détresse humanitaire, avec une association qui peut à la fois comprendre le contexte culturel dans lequel la femme vit, et puis des professionnels qui connaissent les outils de soins pour pouvoir faire le travail psychologique qui va être nécessaire pour atténuer la douleur de ces souffrances psychiques. C'est des techniques psychologiques qu'il faut lui permettre de connaître une fois qu'elle sera dans un environnement qui sera sécurisé, où elle sera à distance des agresseurs. Tant que l'agresseur est présent, eh bien, il faut la protéger et renforcer sa sécurité. Mais dans des zones de conflits où il y a toujours des répétitions de ce genre de choses, qu'est-ce que, tant que vous, professionnel, et puis vous êtes aussi professeur en même temps docteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes et enfants qui sont dans ces zones-là, des zones de conflits? Je pense comme ça aussi à ceux qui sont peut-être à Gaza, en Israël, aux Palestine actuellement, aux Palestine, et puis aussi où ça chauffe en Iran, chez moi aussi au Congo, à l'Est. Qu'est-ce que vous pouvez dire parce que les violences continuent toujours à exister? Chacun des pays là que vous avez cités sont des situations spécifiques et c'est vraiment en fonction de chaque environnement qu'il faut pouvoir connaître quelles sont les ressources qui existent, comment on peut par étapes. Je répéterai que la première chose, c'est la sécurité. Ça veut dire où est-ce qu'on peut se protéger ses enfants, car la complexité des femmes et la joie aussi qu'elles peuvent avoir, mais qui devient une complexité en situation de guerre ou en situation de conflit, c'est qu'elles se sentent engagées dans la responsabilité de la sécurité de leurs enfants. C'est terrible pour une maman de ne pas être sûre de pouvoir protéger son enfant. Donc il faut que les structures qui viennent l'aider, ou de l'État dans lesquels elles vivent, ou des ONG qui vont être là, puissent la protéger, la mettre à distance de la situation de violence, pour pouvoir retrouver un peu de confiance en elle et qu'on puisse soigner ses blessures physiques et psychologique, et qu'elle trouve des interlocuteurs qui savent l'écouter, qui savent respecter ce qu'elle dit, qui savent ne pas juger ce qu'elle dit, ne pas prendre position politique par rapport à ce qu'elle dit, parce que parfois c'est ça aussi le risque, hein, elles ont peur de dénoncer
un agresseur dans lequel elles vont être sous une emprise politique qui va les mettre en danger et qu'on pourrait lui reprocher cela. Donc c'est vraiment en priorité la sécurité. Lorsque la sécurité sera atteinte, eh bien ce sera un travail psychologique qui pourrait être fait. Et là, comment les différentes ONG pouvons aller de la médiation culturelle qui vient comprendre les ressources locales et également un travail psychologique précis qu'on peut apprendre à faire pour l'aider. À votre avis, professeur, docteur, est-ce que le médicament peut être une solution pour une personne qui a des problèmes psychiques? Est-ce que le médicament peut être aussi une solution durable? Les médicaments qui agissent sur la santé mentale sont efficaces pour soulager transitoirement la douleur, mais ne règlent jamais le problème. Ils vont peut-être apaiser une douleur anxieuse très forte, ils vont peut-être permettre de retrouver quelques heures de sommeil, mais ils ne vont pas régler le problème. C'est le travail psychothérapique qui va régler le problème. Il y a un cas particulier qui est peut-être lorsqu'il y a des troubles délirants qui surviennent, là, des médicaments peuvent avoir un effet pour stopper en tous les cas, à un moment donné, le processus délirant, mais il faut vraiment accompagner les démarches d'une prescription pharmacologique avec une démarche de soutien et, quand c'est possible, de travail psychologique, voire psychothérapique. Mais également, le travail de groupe est également à privilégier. Ça veut dire que peut-être ces femmes-là, voir quels sont les espaces d'entraide qu'elles peuvent connaître, qui vont leur permettre de retrouver confiance parce qu'elles vont parler avec d'autres femmes qui ont vécu des situations proches de celles qu'elle a vécues et qui vont lui donner des conseils et qui vont lui apporter un soutien. Et ça, c'est extrêmement précieux de pouvoir retrouver confiance, retrouver des personnes qui la comprennent et sur lesquelles elle va sentir un étayage, ça veut dire un soutien qui vont lui permettre de dépasser ces étapes douloureuse, voire dangereuse dans laquelle elle se trouve. Je parle toujours dans les cas de mon pays, comme vous venez de dire que la femme ou soit la personne qui a connu ces problèmes, elle doit ou soit il doit être en équipe, mais il y a aussi un rejet. Donc c'est-à-dire quand elle raconte ses rédits, ça devient comme une chantage où on va faire des chantages par personne interposée. L'autre va aller dire à l'autre, l'autre va dire aussi à X ou à Y et ça va se répandre. Et les femmes n'ont pas vraiment confiance. Dans ces cas-là, comme vous venez de dire, être dans le groupe, il faudra que la personne qui a connu ces actions puisse continuer à faire cavalier solitaire ou bien il doit toujours chercher des endroits où il peut aller se défouler. Je pense que vous avez raison, vous soulignez un point très important. Parler dans le groupe peut aussi l'exposer à nommer des personnes et que cela se retourne après contre elles. Donc moi, je recommande vraiment une grande prudence de ne pas identifier les auteurs des violences qui lui ont été faites tant qu'elle n'est pas en sécurité, car cela peut se retourner contre elle et cette personne-là peut avoir de l'influence de façon directe ou indirecte et lui causer des dommages graves sur elle ou sur sa famille. Donc je pense qu'il faut une grande prudence, il faut pouvoir dire la tristesse dans laquelle elle est, qu'elle sente que sa vie est importante pour d'autres personnes, mais ne pas nommer les agresseurs tant qu'elle n'est pas en sécurité, car ça pourrait être dangereux pour elle et ça créerait une situation encore plus grave. Donc je pense que c'est surtout entendre que sa vie est importante, qu'elle peut recevoir de l'affection d'une autre personne, homme ou femme, qui vient réellement lui apporter une affection et qui lui rappelle que sa vie a de la valeur, qu'elle vit une période très difficile et qu'il est peut-être plus prudent à cette phase-là de ne pas nommer de façon précise les agresseurs tant qu'on n'est pas sûr qu'une démarche satisfaisante puisse se mettre en place, quoi. Docteur, il y a aussi certaines personnes qui sont tentées de nous regarder en ce moment sur la chaîne de référence Antenne A. Il est déjà, soit elle est déjà dans un état dépressif, mais elle ne connaît pas. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Peut-être elle est devenue très colérique, voire même envers son mari, envers ses enfants, envers son entourage. Elle trouve ça normal, non? Moi, je vis comme ça, moi, je suis comme ça. Mais peut-être qu'elle est déjà dans un état dépressif. C'est le genre de personnes qui sont tentées de vous regarder tant que spécialiste. Qu'est-ce qu'elles doivent faire concrètement? Alors, vous avez absolument raison. La violence vécue peut amener à beaucoup de tristesse, beaucoup de désespoir et à ce qu'on appelle une symptomatologie de dépression.
Alors, dans ce cas de figure, il y a plusieurs choses qui sont utiles. Le traitement antidépresseur peut être utile pendant quelques mois si on y a accès. Sortir du danger reste important aussi. Retrouver de la valorisation, retrouver des personnes qui vous aident, qui vous aiment peut-être et qui font confiance. Et vous avez raison, la dépression peut se manifester par une perte d'espoir et une irritabilité. Ça veut dire quelqu'un qui se met en colère pour des choses qui n'en nécessiteraient pas de se mettre en colère, mais qui sont tellement à bout, tellement à cran, qu'on a l'impression qu'elles sont le problème, puisqu'on leur reproche même leur agressivité. Or, c'est une façon de se défendre parce qu'elles sont épuisées, exténuées. Et il faut savoir repérer que cette colère, cette tristesse, cette agressivité qu'elles expriment, en fait, une façon de tenter de se défendre, de se protéger, qui montre la gravité de la souffrance. Et il faut surtout leur redonner confiance et les protéger. Okay. Docteur, vous êtes aussi professeur, en même temps vous dispensez aussi les cours dans ces domaines-là. Est-ce que je peux dire pour ceux qui sont en train aussi de vous regarder, qui veulent emboîter les pas, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que c'est un domaine qui est assez facile ou bien c'est difficile? Alors c'est un domaine difficile, la santé mentale et la psychiatrie. Je pense qu'aujourd'hui, on a de nouvelles ressources qui peuvent nous aider. Et moi, je développe avec mes collaborateurs et le professeur Guidère notamment et une autre société qui met en place des logiciels qui permettent d'aider dans l'écoute du langage en s'appuyant sur des algorithmes qu'on a créés avec de l'intelligence artificielle qui permet d'aider le professionnel. Un infirmier dans un centre de santé, en utilisant ce type de logiciel, peut mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans la souffrance de la personne et ouvrir des leviers d'action pour améliorer la santé mentale de la personne. Je pense que c'est une ressource dans l'avenir qui doit être à considérer. Comment aider dans les centres de santé où il y a des infirmiers, comment les aider par des outils numériques, si j'ose dire, qui vont les assister de façon intelligente en s'appuyant sur leurs compétences, leurs connaissances du terrain, mais également être soutenus par ces outils qui vont apporter un réel bénéfice une fois qu'on a la ressource pour l'avoir et qu'on est formé pour l'utiliser. Je crois qu'il y a beaucoup à attendre, mais c'est des logiciels professionnels, spécifiques, qui nécessitent un apprentissage particulier. Mais à mon avis, c'est une voie d'avenir pour ces centres de santé. Mais il y a d'autres qui disent que emboîter les pas dans ces domaines-là, c'est vraiment un domaine très délicat parce que vous rencontrerez au futur des personnes qui paient. Des fois, ça vous est déjà arrivé. Peut-être que quelqu'un qui prend les couteaux à main, qui prend quelque chose, une machette pour vous abattre et tout ça. Si vous vous retrouvez dans de telles situations, comment vous réagissez? Vous vous dites, ah, pourquoi j'ai fait ce métier? Pourquoi? Est-ce que ce sont des questions qui vous arrivent aussi des fois? Vous avez raison. Ça nécessite toujours beaucoup de prudence. Et si c'est un infirmier qui reçoit une personne qu'elle ne connaît pas, moi, je recommande vraiment d'être deux, avec un infirmier, puis peut-être un assistant, peut-être quelqu'un de volontaire qui peut être bénévole aussi pour aider. Et quand on ne connaît pas la personne et qu'elle a peut-être un trouble psychologique ou psychique, eh bien, c'est mieux d'être deux pour la recevoir. C'est plus rassurant pour tout le monde et c'est une façon de se protéger. Bon, peut-être aussi s'assurer qu'elle n'a pas une arme sur elle, hein, c'est toujours une prudence à considérer. Je pense qu'il faut apprendre aussi à se comporter. Il y a des techniques d'entretien, savoir regarder la personne, savoir se mettre à côté d'elle en se protégeant, en se sécurisant pour ne pas s'exposer. Parce que vous avez raison, il peut y avoir des moments dangereux que le psychiatre peut rencontrer et il doit apprendre à les prévenir pour réduire ce risque au maximum. Mais après, c'est un métier passionnant de pouvoir redonner le sourire à quelqu'un, lui redonner envie de vivre alors qu'il était désespéré. C'est des moments magnifiques et j'encourage vraiment tous les professionnels, qu'ils soient infirmiers, psychologues, médecins, à renforcer leurs compétences et leurs connaissances parce qu'on en a un grand besoin. La santé mentale est une priorité. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence. Nous continuons avec le docteur parce que il y a beaucoup de questions sur ces sujets. Mais docteur, est-ce qu'une femme qui a connu des violations, des viols sexuels, qui a connu des problèmes, je peux dire psychologiques, si aujourd'hui elle est enceinte, cela peut-il aussi affecter l'enfant qui se trouve dans son ventre? Alors là, vous posez encore une question très importante et complexe. Ça veut dire que pour une femme, être enceinte, c'est un moment extraordinaire, mais qui peut être aussi très angoissant.
Alors, si la grossesse n'est pas désirée, ça c'est très ennuyeux. Si la grossesse a été imposée par un homme qui est venu la violer, ça c'est extrêmement ennuyeux parce qu'elle se sent dans une intrusion terrible d'avoir un corps qui grandit en elle, dont une partie de ce corps a été imposée par quelqu'un qui l'a agressée. Et donc elle se sent par son agresseur. Mais oui, par l'agresseur qui l'a violée. Et ça peut être également dans des problèmes de conflit entre des communautés, quelque chose de terrible, de se dire que je vais donner vie à quelqu'un qui est d'un autre groupe culturel et ça va être affreux pour moi. Et parfois le groupe a du mal à accepter ce bébé en considérant que ce bébé qui arrive, qui est pourtant tellement naïf et qui a besoin d'être protégé. Mais parfois on peut voir que le climat social est tellement violent que la femme peut craindre pour sa vie et pour la vie de son enfant lorsque l'enfant est né d'un viol par un agresseur. Voilà. Et puis, il y a aussi les situations d'inceste aussi qui peuvent survenir si cette grossesse est liée à quelqu'un de la famille qui a imposé un viol aussi, qui vient là aussi créer un sentiment extrêmement douloureux. Et la femme peut vivre la grossesse de façon très pénible, très triste. Ça peut arrêter la grossesse, tellement la tristesse est importante. Ça peut perturber la vie de l'enfant à sa naissance et même longtemps après. Et donc c'est très important lorsqu'on sait qu'une femme porte un bébé dans son corps, il faut la protéger encore plus parce qu'elle est beaucoup plus sensible aux émotions, sensible à l'environnement, elle est vulnérable à ce moment-là, elle porte un être vulnérable dans son corps, elle mérite beaucoup d'attention de notre part, il faut vraiment veiller à lui permettre de le dire et lui permettre soit cette grossesse doit être arrêtée parce que la législation le permet, les conditions médicales le permettent, eh bien il faut l'aider si c'est son souhait. Et si le souhait est qu'elle garde cet enfant, il faut vraiment qu'elle se sente soutenue parce que c'est dangereux, il y a des risques suicidaires qui peuvent être importants. La grossesse est un facteur de risque de dépression également et donc il faut vraiment protéger cette femme. Est-ce que l'enfant qui est dans son ventre peut avoir aussi des conséquences s'il est né, des problèmes psychologiques? Est-ce que cet enfant doit aussi avoir un suivi psychologique ou bien il doit rester toujours comme ça? Vous avez raison. D'avoir un enfant qui est né d'une violence sexuelle ou d'un viol expose l'enfant, si la mère souffre ensuite de cet acte grave, eh bien, ça peut avoir des répercussions sur le développement de l'enfant, sur le développement, on appelle ça risque de l'amener à avoir des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire son cerveau peut se développer de façon compliquée, ça peut amener à un retard mental, donc la vie peut être plus difficile pour lui si cette violence a été tellement grave que la femme, maman, en a souffert et peut transmettre quelque chose de dangereux pour le développement de l'enfant. Donc oui, il faut absolument que l'enfant à la naissance puisse bénéficier d'un environnement sécurisé, protecteur, bienveillant pour réduire le risque des complications qu'il pourrait en avoir. Mais aujourd'hui, dans certains pays, nous sommes en train de voir des fois, on arrête, on met en prison, des femmes qui sont enceintes et tout ça. Est-ce que ça peut aussi avoir un impact, comme vous venez de dire, que l'enfant peut avoir l'impact si sa maman, moralement, psychologiquement, il n'est pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est le message tant que professionnel, tant que professeur, tant que docteur, vraiment par rapport à toutes ces situations qui prévaut dans d'autres pays? L'environnement carcéral pour une femme enceinte est un environnement qui n'est pas à favoriser, quoi. Il faut vraiment que le juge puisse prendre en compte la vulnérabilité particulière de la femme et qu'on évite, à mon avis, autant que possible le vécu de la grossesse en milieu carcéral. Ça expose la femme à un niveau de stress élevé qui peut amener à des complications pour la grossesse, à des complications pour l'enfant. Je vais devoir après retourner à la conférence dans laquelle je suis, dès que vous le permettrez. Ok, merci beaucoup, docteur. On ne peut pas vous prendre beaucoup de temps parce que vous êtes aussi orateur dans une des conférences dont nous faisons aussi partie. Le dernier message peut-être pour tous ceux qui t'ont regardé en ce moment à Kinshasa et puis un peu partout à travers le monde entier, et tant que spécialiste dans la matière. Le message, il serait peut-être de renforcer notre attention à ce qu'on se dit à soi-même, voilà, et ce qu'on appelle le langage intérieur, c'est comment je me parle à moi de ce que je suis en train de vivre. Être attentif à être gentil avec soi-même, ça veut dire se dire des choses gentilles dans sa tête,
quand on commence à se dire je suis nul, j'y arrive pas, c'est ma faute et qu'on se répète ça, on se fait du mal et on va aggraver la situation. Plutôt se dire je vis une situation difficile, mais j'ai déjà vécu des moments difficiles et je vais trouver de l'aide, je vais voir comment trouver des amis qui vont m'aider. Je suis une belle personne quand même si j'ai pas fait toujours des choses bien peut-être dans ma vie, j'ai quand même des qualités et j'ai envie de vivre et j'ai envie de pouvoir sortir de ces épreuves qui sont douloureuses pour moi et qu'on se dise des mots gentils à soi-même, ça va aider à les vivre un peu mieux. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Oui.